Louis de Ragnel, quel est le but d'Israël? C'est d'affaiblir le régime, de le renverser ou d'affaiblir sa capacité de nuisance militaire? Enfin, le premier objectif, c'est d'empêcher l'Iran de pouvoir se doter, d'utiliser en tout cas l'arme nucléaire. On sait bien que les endroits, les lieux de recherche et de fabrication de l'atome, d'enrichissement de l'atome, sont situés de manière extrêmement profonde. Et donc, on sait qu'Israël n'arrivera pas à atteindre, en tout cas, les lieux où sont stockés tous les éléments pour utiliser la bombe. Mais donc, ce qu'Israël fait, c'est à la fois des frappes symboliques avec des chefs militaires qui ont été neutralisés et aussi empêcher les accès à un certain nombre de sites, justement, permettant de construire la bombe. Ensuite, vous savez, une manœuvre comme ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. La première frappe, c'était quand même avec 200 avions de chasse et simultanément, il y avait une opération avec les forces spéciales plus des agents du Mossad qui étaient déjà infiltrés sur le territoire iranien. Et donc, en faisant ça, Israël aussi se dévoile un peu ses capacités. Donc, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi et forcément, c'est une manœuvre qui se fait de manière graduelle. Et Israël a pensé aujourd'hui, demain, après-demain et sans doute encore beaucoup de jours, jusque dans 2, 3, 4, 6 mois, peut-être même un an. Ce qu'on sait également, c'est qu'Israël ne va pas envoyer des troupes au sol. Il n'en a pas les capacités. L'Iran est un pays gigantesque et puis Israël n'a pas du tout l'intention de le faire. En revanche, Israël envoie 2 messages, à la fois un à la communauté internationale pour leur dire bon bah voilà, nous on va neutraliser un certain nombre de cibles, de personnalités et donc si la communauté internationale veut s'emparer du conflit et veut enfin éradiquer cette menace nucléaire iranienne, eh bien que les pays ne se gênent pas en tout cas pour aider à permettre une succession politique aux mollahs qui gouvernent actuellement en Iran. Et puis il y a un message aussi qui est envoyé à la population iranienne, mais c'est toujours très difficile vu de là où on est, de sonder l'état réel de la sociologie iranienne. Le message envoyé, c'est on va créer les conditions pour que vous puissiez vous soulever, pour que vous puissiez renverser le régime actuel. Voilà. Alors ensuite, il y a une question moi, que je me pose et je n'ai pas la réponse. C'est quelles sont les solutions politiques qu'imagine Israël? Est-ce que l'idée, c'est de faire revenir au pouvoir le fils du Shah d'Iran? Est-ce que c'est d'imposer... Il sera notre invité demain soir. Est-ce que c'est la logique américaine qui globalement a été plutôt mauvaise depuis une trentaine d'années, qui est d'imposer la démocratie partout dans le monde? Est-ce que l'idée, c'est de faire un gouvernement avec plusieurs communautés? Je ne sais pas. Et je me pose la question et j'aimerais beaucoup avoir la réponse. Emmanuel Radzavi, vous connaissez évidemment parfaitement l'Iran. Le but d'Israël n'est pas de faire tomber le régime, on est d'accord. Mais est-ce que la population, vous ne savez pas? Écoutez, déjà, je ne sais pas. De manière directe, pardon. Ben, je ne sais pas. À l'heure où nous parlons, hier, assurément, j'aurais été d'accord avec vous. Aujourd'hui, en fait, on voit quand même qu'ils sont en train de taper en fait, des objectifs et ça ressemble vraiment à une accélération en fait, du conflit. Le simple fait d'avoir, par exemple, bombardé la télévision publique, c'est un signal en fait, extrêmement fort. Hier, c'était un bâtiment très important du ministère des Affaires étrangères iranienne qui est un relais essentiel de la désinformation, de la propagande iranienne auprès des médias occidentaux via en fait, le réseau des ambassades en Europe. Ça m'a été encore redit en fait ce week-end par des consultants en fait travaillant pour le département d'État américain et le FBI qui travaillent en fait là-dessus, mais y compris par quelqu'un du renseignement français. Donc aujourd'hui, moi je suis très très prudent. On a l'impression que en fait ce Bibi veut une accélération, qu'il est en train en tout cas de rentrer dans un scénario qui est un scénario d'accélération. Je ne dis pas que j'ai raison, je n'en sais rien, mais ça ressemble à ça. Il y a, écoutez, un site iranien qui est important, qui est très proche du régime, qui en général est plutôt spécialisé dans les informations en fait économiques, qui disait Internet, c'est ça? Un site internet, excusez-moi. Parce qu'il y a beaucoup de sites qui disait hier soir que les Israéliens avaient déployé en fait des commandos en fait de supplétifs, notamment paraît-il afghans. Je ne sais pas du tout si l'information est vraie ou pas, mais en tout cas on voit bien que l'Iran aujourd'hui est très inquiète de voir qu'il y a une poussée à l'intérieur du pays qui est très importante. J'entends une poussée israélienne, bien sûr aérienne. Tout ce que vous avez dit est très juste, Louis, mais peut-être aussi en fait sur le territoire iranien. C'est ce qui fait que j'aurais été d'accord avec vous, voilà, encore il y a quelques heures à 100%, et que peu à peu, on voit quand même que ça s'accélère. L'autre question, Emmanuel, c'est est-ce que la population iranienne peut se rebeller et peut renverser le régime? C'est la bonne question, Laurence. Écoutez, la population iranienne, je vous rappelle qu'il y a 2 ans et demi, vous savez, quand il y a eu les débuts de la révolution, Zan Zendegi Azadi, Femme, Vie, Liberté, elle est descendue dans la rue, elle pensait que les Occidentaux
aller la soutenir, et puis rien. Ce sont des milliers de gens qui ont été arrêtés, des gens qui ont disparu. Vous le rappeliez d'ailleurs très justement dans votre édito, des gamines, combien de gamines qui ont été violées dans les prisons iraniennes par milliers. Donc avant que la population descende dans les rues, je sais qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voyait des choses sur les réseaux sociaux en persan, en iranien, effectivement des gens qui appelaient à descendre, etc. Même le prince Reza Pahlavi lui-même, d'ailleurs, évoquait le fait que seule la population iranienne pouvait changer son destin. Moi, de ce que j'entends, quand je téléphone et que j'échange même par messagerie, ça devient de plus en plus difficile de les avoir au téléphone, mais par messagerie, c'est qu'ils disent oui, ok, on attend un signal fort de la communauté internationale, un signal fort des États-Unis. Dans l'ADN, je dirais, politique en fait iranien, il y a toujours l'image que c'est la Maison Blanche en fait qui décide pour l'avenir, en fait, pour le destin politique en fait de l'Iran. Je crois qu'ils croient plus beaucoup en la France. Ils ont beaucoup attendu de la France, mais après la poignée de main d'Emmanuel Macron à Ibrahim Raïssi, qu'on appelait le boucher de Téhéran, l'ancien président de la République iranien, si vous voulez, il y a une déception très forte de la France. J'essaie de vous raconter ça de façon très réduite, très résumée. Bon, Laetitia, rapidement, Gauthier. Mais les deux vont de pair, effectivement. Le but des Israéliens, c'est in fine de faire tomber le régime. Et donc, ils ont une course contre la montre. Parce qu'effectivement, Donald Trump, au départ, était tout à fait à donner le feu vert. C'est pour ça que maintenant a eu lieu ces attaques. C'est-à-dire qu'il y avait 60 jours donnés par Donald Trump d'ultimatum à l'Iran. Il avait besoin qu'Israël donne un coup de fouet comme ça à l'Iran pour faire un deal. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr. C'est peut-être en train de se décider maintenant que Donald Trump, parce que son but c'est de faire justement un accord avec l'Iran et de faire un très bon deal, évidemment d'affaiblir la force nucléaire, mais de faire un très bon deal en maintenant le régime. Alors évidemment, les Israéliens sont lancés dans une course contre la montre, évidemment pour détruire des sites stratégiques, en essayant de convaincre et de faire en sorte que la population descende, parce que seule elle. Et il y a un autre élément très important, bien sûr qu'aujourd'hui, probablement qu'il y a à peu près 80% de la population iranienne qui est contre le régime. Mais il y a un très fort esprit drapeau en Iran. C'est d'ailleurs cet esprit drapeau qui a maintenu la révolution islamique dans les premières années, parce que la révolution se serait effondrée s'il n'y avait pas eu la guerre Iran-Irak. Et donc c'est un jeu très complexe, parce que effectivement les gens, majoritairement aujourd'hui on peut le dire, même dans les régions agraires, sont contre le régime, mais en même temps ils peuvent être braqués. Et puis il y a encore une autre mais on aura le temps de tout faire, de tout dire, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup d'ethnies en Iran dont on ne sait pas exactement ce qu'elles vont faire. Les Kurdes, les Baloutches, les Azéris, etc. Donc c'est très complexe, mais le but d'Israël maintenant, c'est d'aller le plus vite possible en convainquant les Israéliens de les suivre. On va évoquer tous ces points-là au fil de l'émission. Gauthier Lebret. Moi, je pense qu'il y a une volonté israélienne de faire tomber le régime des mollahs. D'ailleurs, j'en veux pour preuve les informations de la presse américaine et notamment de Fox News, qui dit que c'est Trump qui s'est opposé à ce qu'ils abattent le guide suprême, Ali Khamenei. Et quand j'étais avec l'ambassadeur d'Israël en France vendredi soir en direct sur CNews, il me disait si j'étais Ali Khamenei, j'irais me cacher très loin pour ne pas être, et c'est ce qu'il a fait, pour ne pas être visé par les bombes de Tsahal. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont questionnés de faire tomber le régime des mollahs, même si évidemment la priorité, on l'a vu, c'est l'état-major militaire, ce sont les scientifiques et c'est évidemment toutes les installations nucléaires. Mais si l'occasion se présente, il y a fort à parier que la tentation de Benyamin Netanyahou, s'il a l'aval de Donald Trump, parce qu'on voit bien que tout ça ne s'est pas fait non plus dans le dos des Américains, ça a été avec le soutien américain, et qu'ils sont là pour intercepter les missiles iraniens quand ils tombent sur Tel Aviv ou plus largement sur le territoire israélien, évidemment qu'il y aura la volonté de Benyamin Netanyahou d'éradiquer les mollahs. Allez, petite pause. On continue ce débat dans un instant. Vous aurez la parole. On se penchera sur la réalité des infrastructures nucléaires iraniennes. Est-ce qu'ils étaient vraiment au bord d'avoir cette bombe nucléaire, c'est-à-dire des missiles qui auraient pu toucher non seulement Israël, mais à peu près toute la région. Et puis on se questionnera sur le rôle des États-Unis. 8h17 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Paul Amar, journaliste. Bonsoir Paul, merci de rejoindre l'équipe de Punchline. Je sais que vous serez aussi ce soir chez l'ami Gauthier Lebret qui est là sur ce plateau. Je suis en train de gérer ça. On s'intéresse évidemment à l'infrastructure militaire iranienne. A-t-elle été durablement abîmée, en tout cas affaiblie? On fait le point avec Barbara Durand. Sur ces images, une épaisse fumée noire. Celle-ci provient du site nucléaire de Natanz, principale usine d'enrichissement d'uranium du pays.
Selon l'organisation iranienne de l'énergie atomique, une attaque israélienne aurait endommagé le site vendredi. Une information confirmée par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. À l'heure actuelle, les autorités iraniennes compétentes ont confirmé que le site d'enrichissement de Natanz a été touché et qu'il n'y a pas de niveau de radiation élevé. J'ai déclaré à maintes reprises que les installations nucléaires ne doivent jamais être attaquées. Les installations nucléaires de Bushehr, plus grande centrale du pays, le site d'Ispahan et celui de Fordo, usine souterraine d'enrichissement d'uranium, ont également été visés, mais sans être endommagés. Si ces attaques d'Israël ont pour but d'empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique, selon un chercheur, elles restent pour l'heure toujours sans impact dans son programme nucléaire. Israël peut endommager le programme nucléaire iranien, mais il est peu probable qu'il puisse le détruire. La veille de l'offensive israélienne, l'Agence internationale de l'énergie atomique avait voté une résolution contre l'Iran, estimant que le pays ne respectait pas ses obligations en matière nucléaire, une première depuis 20 ans. Patrick Martin-Genier, en fait, on recule juste l'échéance si on comprend bien ce qui a été dit dans le sujet. Oui, malheureusement, parce que tous les spécialistes militaires vont vous le dire, effectivement, la capacité de production nucléaire n'est pas du tout altérée en réalité. Parce qu'il faudrait véritablement, c'est ce que disent les spécialistes militaires, des bombes pénétrantes pour aller toucher en plein cœur de ces centrales nucléaires. Qui sont enterrées très très profond sous terre. Très profond, notamment Natanz également, même s'il y a 15 000 centrifugeuses qui elles-mêmes ne sont pas atteignables. Et Fordo, c'est quand même, je pense sous le contrôle de monsieur qui connaît, madame qui connaissent bien l'Iran, c'est une montagne. Et donc il n'y a pas suffisamment de bombes pénétrantes pour aller dans cette montagne. Véritablement, on l'a dit tout à l'heure, seuls les États-Unis disposent d'une véritable capacité de bombes pénétrantes pour aller détruire ces infrastructures nucléaires. Ce n'est pas encore le cas, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout repose en réalité sur la capacité des États-Unis à pouvoir détruire cette capacité nucléaire. Mais ce que je veux dire aussi très important, c'est que il fallait pas être naïf. Lorsqu'un pays réussit à enrichir entre 80 et 90% de son uranium, eh bien manifestement, d'ores et déjà, on sait que ce pays a la capacité de développer cette bombe nucléaire dès maintenant. Bien sûr. Emmanuel Radzavi. Alors je souscris à 100% à ce que je viens d'entendre. Il y a une donnée qui est importante. On comprend bien aujourd'hui, comme vous l'avez dit monsieur, en fait, qu'Israël n'est pas en capacité de, détruire le programme nucléaire iranien militairement. Sans avoir en tout cas le soutien des États-Unis. Et donc c'est ce qui explique aussi peut-être l'accélération à laquelle on est en train en fait d'assister, c'est que le meilleur moyen pour les Israéliens d'arrêter, de stopper ce programme nucléaire, c'est tout simplement de faire chuter le régime. Encore faut-il savoir ce qui va succéder en fait à ce régime, c'est important, c'est une vraie question et qui doit être abordée. En fait, peu de gens en parlent en fait aujourd'hui, mais il y a la question des oppositions iraniennes dans leur ensemble, quand même, qui doit être posée pour savoir qui est capable aujourd'hui d'assurer en fait la transition. La transition, effectivement. Paul Amar, je disais tout à l'heure que Israël est la pointe avancée en fait de l'Occident dans ce combat contre l'islamisme radical que représente l'Iran. Est-ce que vous partagez cet avis ? Mais tout à fait. Tout à fait. Israël est au monde ce que le juif a été aussi au monde dans la diaspora, une sentinelle. Et Israël fait le travail de l'Occident qui ne l'a pas fait. C'est tout de même incroyable, et je le dis sous contrôle, que l'Iran ait réussi à fabriquer, ils sont à quelques mois près, une bombe nucléaire, alors que l'Iran était en négociation avec l'Occident. Et je note que l'Europe a été d'une faiblesse, un signe pour ne pas dire plus. Et quand j'entends le président de la République, Emmanuel Macron, dire une fois que l'attaque israélienne a été déclenchée dans la nuit de jeudi à vendredi, dire quelques heures plus tard, vendredi soir, que l'Iran est une menace pour le monde, pourquoi ne l'a-t-il pas dit avant ? Pourquoi l'Occident n'a-t-il pas agi avant et n'a-t-il pas fait pression sur l'Iran pour obliger l'Iran à se désengager par rapport à cet objectif nucléaire ? Donc vous avez raison de dire qu'Israël fait ce travail que l'Occident n'ose pas faire, et je vais même plus loin. Quand Israël lutte contre l'islamisme de Téhéran, contre l'islamisme de Gaza, contre l'islamisme du Hezbollah, dans une certaine mesure, Israël lutte contre l'islamisme qui s'est infiltré en Occident, notamment en Europe. Il suffit de lire ce que j'ai fait, le rapport alarmant et alarmiste sur les frères musulmans, pour constater le degré d'infiltration des frères musulmans en Europe, à commencer par l'Angleterre et la Belgique, en attendant la France.